Parole d'expert. Quel état des lieux pour l'école numérique ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole d'expert. Alors s'attaquer au marché de l'éducation, cela peut parfois s'avérer complexe. Et pourtant, l'État encourage les startups issues du monde des EdTech à proposer leurs services et leurs ressources. Accès au marché public, quel état des lieux ? C'est l'objet de notre émission. J'ai le plaisir de recevoir en studio Muriel Brunet, chargée EdTech et des partenariats privés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Philippe Ajuelos, chef mission des achats ministère Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Thibault, vous êtes cofondateur et président d'English Attack. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer par vous, Philippe. Avant de démarrer cette émission, peut-être quelques éléments de langage. Quelle est la différence entre achat et appel d'offres ? Alors, à partir du premier euro, dès que l'achat a une valeur, on est en présence de marché public. D'accord ? Donc ce sont des achats publics. Les appels d'offres ou les autres procédures, c'est uniquement des moyens d'acquérir ces achats. Donc selon le seuil et selon la nature de l'acquisition, on va soit être dans des procédures formalisées, donc ce que vous appelez vous appel d'offres, et soit dans le cadre de procédures non formalisées, qui sont généralement limitées pour ce qui est l'acquisition de tout ce qui est donc outils ou produits numériques pour l'éducation, à ce qu'on appelle des marchés passés en procédure adaptée. Voilà, donc il y a plusieurs types. Alors, les marchés publics peuvent être aujourd'hui perçus comme complexes et pourtant le ministère travaille sur une stratégie d'achat autour des EdTech. Pourquoi vous avez souhaité travailler sur une stratégie à destination des EdTech, Philippe ? Alors, ça fait plusieurs années que le ministère est engagé dans une démarche d'ouverture vis-à-vis des EdTech. D'abord parce que le ministère est un fort prescripteur de tout ce qui concerne le numérique pédagogique depuis des années. Le nouveau ministre, donc Jean-Michel Blanquer, a rappelé l'importance d'être transparent vis-à-vis des EdTech, notamment dans toutes les actions qui sont menées par le ministère. Et une des actions de transparence, c'est de rencontrer les EdTech, c'est de leur expliquer que les marchés, c'est compliqué, mais ce n'est pas inaccessible. Et on a un principe, c'est un slogan maintenant, c'est 100% des titulaires ont été candidats. Et donc, c'est d'ouvrir nos marchés à ces candidats potentiels, expliquer qu'il y a des difficultés, mais on prend en compte ces difficultés et on réduit ces difficultés de telle façon à leur permettre de répondre dans les meilleures conditions. Voilà, donc de la transparence. Frédéric Thibault, comment avez-vous commencé à travailler sur le secteur de l'éducation, puisque vous êtes cofondateur d'une entreprise, English Attack. Quel a été le début de votre travail ? Alors comme entrepreneur EdTech, comme la plupart des entrepreneurs EdTech, je ne viens pas du milieu de l'enseignement. Je viens de l'industrie du jeu vidéo et des contenus mobiles. Et on a commencé par développer English Attack comme un produit grand public qui s'adressait à un public international d'ailleurs, de particuliers. Et il s'est trouvé qu'on a trouvé un distributeur en Amérique latine qui nous a mis en relation avec des collèges et des lycées sur cette région. Et par ce biais-là, on a commencé à développer une plateforme scolaire qui s'est révélée très successful, pour l'anglicisme. Et on a aujourd'hui plus de 300 000 collégiens et lycéens qui utilisent Source en Amérique latine. Et suite à ça, on a mené une expérimentation sur 3 lycées franciliens, donc à peu près 500 élèves, avec un cofinancement par la BPI et la région Île-de-France. Ça permet d'intégrer les retours des enseignants et des élèves et de faire progresser notre plateforme scolaire. Voilà, donc une approche finalement très terrain pour rentrer sur ce marché de l'éducation, si je comprends bien, en France notamment. On est très centré, nous, comme une entreprise à l'origine grand public, sur les usages et sur l'engagement, ainsi que sur la performance de notre solution, effectivement. Alors Philippe Ajuelos, quel accompagnement proposez-vous concrètement aux EdTech pour les aider à se positionner ? Alors justement, l'expérience de Frédéric n'est pas une expérience unique. On s'est aperçu que les EdTech n'avaient pas de problème de financement pour recevoir des subventions pour créer leur outil. Mais malheureusement, une fois que l'outil est créé, ne peuvent pas vendre en France, elles vendent à l'étranger. Donc nos pépites d'entreprise, elles partent à l'étranger.
et des fois elles reviennent en France, et des fois elles ne reviennent pas en France. Donc avec la direction numérique pour l'éducation et donc la mission des achats, on a décidé de mettre en place des marchés, de telle façon à assurer un marché donc pour un marché économique pour les EdTech. Voilà. D'ailleurs, c'est une deuxième action qui a été rappelée par le Jean-Michel Blanquer, donc de soutenir la filière EdTech et pourquoi pas leur permettre d'exporter. Et on a développé un autre outil qui est le partenariat d'innovation, qui permet non seulement de financer la R&D et l'industrialisation de produits et de prévoir aussi l'acquisition. Donc ce sont autant d'outils qui nous permettent d'accompagner les EdTech par rapport à des besoins, mais aussi par rapport à des solutions qu'on n'aurait pas identifiées et qui vont émerger dans le futur. Exactement. Alors quels sont les différents interlocuteurs à qui l'on peut s'adresser lorsque l'on est une EdTech? Et finalement, comment vous contacter? Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interlocuteurs. Muriel Brunet? Je voulais apporter juste un complément parce que on accompagne aussi les entreprises de l'EdTech en leur permettant de mettre en place des expérimentations. Et on se rend compte à quel point c'est important, cette collaboration entre le chef d'entreprise, le créateur de ressources et celui qui va l'intégrer dans sa classe, dans un scénario pédagogique. Et ces expérimentations permettent vraiment d'adapter les produits. Il y a tout un travail qui est fait aussi, mais Philippe reviendra peut-être dessus, sur les conditions générales d'utilisation. Oui, donc, on en reparlera. Voilà, pour travailler sur ce cadre de confiance. Donc il y a la partie expérimentation, il y a aussi des subventions pour développer certaines ressources. Donc il y a vraiment différents moyens aujourd'hui d'aider les startups dans leur développement. Et à se positionner sur les marchés. On les attend, voilà. ces startups. Je reviens sur ma question du coup. Philippe Ajoelès, quels sont les différents interlocuteurs à qui l'on peut s'adresser? Alors, il y a plusieurs interlocuteurs au niveau de l'administration, aussi bien centrale que des services déconcentrés. Alors, vous voyez, déjà les termes techniques, ça ennuie tous les auditeurs. En fait, au ministère, on va produire une cartographie de tous les interlocuteurs possibles. Et ce que disait Muriel est important parce que selon le niveau de maturité de l'entreprise, c'est-à-dire si le produit existe, s'il doit être développé, s'il doit être testé, s'il doit être accompagné, eh bien on aura, selon donc, la maturité de l'entreprise, sur un outil, sur un produit, donc un accompagnement différencié. Donc ça c'est au niveau national. Il faut savoir qu'au niveau, donc on va publier sur 2 sites, Edunum et du SCOL, tous les contacts, tous les contacts possibles qu'on trouve au niveau national. On est bien au niveau national. Voilà. Mais par contre, il faut penser aussi au niveau local. Et au niveau local, on a des interlocuteurs qui sont privilégiés, qui sont les DAN, les délégués aux usages numériques, donc éducatifs, et qui sont là pour justement faire le lien entre les sociétés, les entreprises, les collectivités, les établissements et le ministère. Voilà, donc les DAN et puis prochainement deux nouveaux sites qui vont répertorier et cartographier les différents interlocuteurs. Voilà. Justement, Frédéric Thibault, c'est essentiel pour vous ce travail sur la lisibilité des acteurs, surtout en France, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. C'était important ce type de démarche pour une entreprise comme la vôtre? Ah oui, parce que nous, quand on arrive sur les marchés scolaires, on a une incompréhension totale de ce marché. Et donc, normal, on doit faire cet effort de compréhension. Bien sûr. Mais ça s'est révélé un marché très opaque et très hermétique. Moi, je connais beaucoup d'industries. C'est la première fois, pour être franc, que je rencontre un environnement aussi fermé, où c'est difficile d'avoir les emails des correspondants, c'est difficile de comprendre les responsabilités de chacun. Cette lisibilité, elle est vraiment essentielle, mais elle doit, à mon avis, s'accompagner aussi d'une réduction du nombre d'interlocuteurs, parce qu'on en a parlé, il y a des gens au ministère, il y a les DAN, qui effectivement sont des grands facilitateurs et des gens avec qui, moi personnellement, je travaille beaucoup, mais simplement sur 3 académies pour l'instant. Mais après, il y a toutes les collectivités territoriales qui sont aussi des interlocuteurs, les régions, et moi je suis que sur le second degré, heureusement je ne suis pas sur le premier degré, mais j'ai déjà les régions et les conseils généraux, ça fait déjà beaucoup de monde. Et quand on a une petite structure, on n'a juste pas la bande passante en termes de ressources pour avoir trop d'interlocuteurs. Voilà. Oui, mais ce qui est normal aussi pour une petite entreprise, mais justement, il y a un vrai travail de lisibilité qui est en cours. Lisibilité, et je pense aussi réduction du nombre d'interlocuteurs, donc avoir des gens qui puissent nous orienter. Il faut comprendre qu'on puisse être désorienté la première fois où on commence à parler avec des marchés scolaires et à rentrer sur ces marchés-là.
Quels sont les grands circuits d'achat qui existent aujourd'hui, Philippe Agelos? Alors justement, les grands circuits d'achat, il n'y en a pas des grands. Il y a des centaines de petits circuits d'achat. Et c'est ça, c'est ce que disait Frédéric. C'est un des difficultés qu'on a rencontrées. Et la direction du numérique pour l'éducation et la mission d'achat a mené une enquête pour justement remonter toutes les difficultés qu'avaient aussi bien les entreprises que les établissements pour les uns vendre, les autres acheter. Bien sûr. Et parmi ces éléments, c'est évidemment comprendre nous-mêmes les circuits d'achat qui existent. Alors, il y a une réalité qu'on ne peut pas modifier, c'est la répartition de compétences entre les collectivités locales et l'État. C'est la loi de décentralisation en 1982 et les lois modificatrices. C'est aussi la loi de refondation de l'école qui a confirmé cette répartition de compétences. Pour ces raisons, on essaye, et on va en parler peut-être je crois tout à l'heure, mais on essaye de mettre à plat et proposer des outils de telle façon à ce que tout ce qui est au niveau national doit être acheté au niveau national et tout ce qui peut rester au niveau local, qui relève de la stricte du choix, compétence, de la stricte compétence et du choix éditorial de l'établissement, du professeur et de l'équipe pédagogique, reste au niveau local. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est pour nous de donner des outils de telle façon à réduire les circuits. Donc limiter les circuits et à les réduire. Vous avez notamment travaillé, Philippe Agelos, on en parlait tout à l'heure, sur les conditions générales de vente. Tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les grandes lignes de ce projet-là? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les établissements sont malheureusement pas dotés de spécialistes en droit de la commande publique ni en droit de la propriété intellectuelle, voilà, et ils ne souhaitent pas être contrefacteurs, donc méconnaître les droits sur les outils, de telle façon à ce que quand même en connaissant la ressource, parce que ça c'est un autre problème, c'est que beaucoup d'établissements ne connaissent pas les ressources existantes. Donc une fois qu'ils ont connu la ressource existante, le fait d'acquérir cette ressource dans des conditions particulières que les établissements ne maîtrisent pas, que les profs doc ne maîtrisent pas forcément, nous a amené à travailler. Et là, on va poursuivre la réflexion avec donc, les associations d'entreprises. Et ensuite, on va proposer ce cadre-là dans le cadre d'un appel à projets de ces projets de CGV, CGU, de telle façon à créer un cadre de confiance permettant aux établissements qui l'utilisent et aux éditeurs qui l'utilisent d'avoir quelque chose d'unifié, complètement unifié, validé par le ministère et leur permettant uniquement de définir un devis sur cette base-là, indiquant les quantités et le montant. Voilà, ce qui simplifie énormément les choses. Alors, le problème, c'est que ça, c'est le principe. Évidemment, il n'y a pas que des problèmes vis-à-vis de notre organisation, nous, au ministère. Il y a aussi, évidemment, à écouter les éditeurs. Parce que voilà, c'est aussi renoncer à leur propre CGV, CGU. Donc, le débat est en cours, mais on a bon espoir d'essayer de finaliser quelque chose avant la fin de l'année, ou en tout cas au début de l'année prochaine. Eh bien, c'est noté. Frédéric Thibault, vous vous déployez aujourd'hui donc dans des lycées en Ile-de-France. Quel bilan faites-vous de votre arrivée sur ce marché de l'éducation français? Alors, je dirais d'abord qu'en termes de déploiement, c'est un bilan extrêmement positif, puisque là on est accompagné par la région Île-de-France et par le DAN, par les 3 DAN, puisqu'il y a 3 académies, il y a Créteil, Versailles et Paris sur la région. Les lycées sur lesquels on a déployé, on a rencontré d'abord une adhésion complète des chefs d'établissement et surtout un enthousiasme des enseignants qui s'est concrétisé par un usage de quasiment la totalité des lycéens. On a 5000 lycéens qui utilisent aujourd'hui la ressource English Attack sur les 8 premiers lycées qu'on a équipés. Donc ça, c'est extrêmement positif. On attend de voir la prochaine phase, puisque là, en termes de financement, c'était fléché par cette initiative lycée 100% numérique de la région.
Et voilà, on a beaucoup du coup d'appels aujourd'hui d'enseignants qui souhaiteraient équiper leur classe d'English Attack. Et là, je m'aperçois qu'on reste encore, malgré tous les efforts qui sont faits, dans une zone grise où on ne sait pas trop, où les établissements ne savent pas trop où trouver les financements pour acquérir la ressource. En plus, quand on est collège ou lycée, il y a une complexité supplémentaire. C'est bien sûr pas moi, en tant qu'entrepreneur, qui vais résoudre cette complexité. Mais je constate simplement que sur les manuels scolaires, c'est beaucoup mieux fléché et ça fonctionne très bien. Et je pense qu'il y a donc quelque part une solution à mettre en place pour les ressources numériques qui pourrait fonctionner aussi bien. Mais pour répondre, extrêmement positif sur l'accueil qui a été fait, sur la communication qu'on a pu avoir au niveau de chaque lycée, sur les intégrations des ENT. J'entends souvent des choses assez négatives sur les ENT, ces environnements numériques de travail. Nous, ça nous a permis de déployer extrêmement rapidement avec peu de ressources et voilà, donc un bilan plutôt satisfaisant. Muriel Brunet, que peut-on faire justement l'achat et l'acquisition de ressources? Que peut-on faire pour que l'achat et l'acquisition de ressources puissent se développer? Alors, je crois, Philippe a commencé à en parler. Je crois que le cadre de confiance, il est très important. Il y a les conditions générales de vente, conditions d'utilisation, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier en ce moment. Les données des élèves, les algorithmes, les plateformes, toutes les questions qui sont posées autour de ça, l'évolution et la transformation un peu des modèles économiques. J'ai peut-être parlé dans un langage un peu compliqué, mais avant, on vendait directement aux professionnels. Il y a maintenant des modèles économiques qui vont vers la vente aux parents. Voilà, je crois que là, ça serait bien que le ministère effectivement se positionne et avance sur ces axes-là. Mais ça, je crois que franchement, la dynamique est enclenchée. Voilà, j'ai bon espoir qu'on arrive à être plus clair et plus facilement accessible. Après, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, on voit aussi des offres, ce qui n'est pas du tout le cas d'English Attack, mais on voit aussi des offres certainement moins matures, qui partent d'une excellente intention, mais qui ne correspondent pas vraiment, forcément, à des pratiques, à des usages, à des besoins. Donc moi, je crois beaucoup, et je le dis depuis des années, à faire tomber les barrières, à faire se rencontrer les gens, pour qu'il y ait plus de coopération, collaboration dans la conception même de ces produits. Ensuite, une lisibilité de l'offre, Philippe en a parlé aussi. Il y a beaucoup d'offres. Et on a de la chance en France parce que vraiment, l'offre couvre à peu près l'ensemble des besoins. Voilà. Par contre, c'est pas lisible. Il y a plein de plateformes, mais qui n'agrègent pas tout. Donc finalement, un enseignant, il ne sait plus très bien par quel bout, un chef d'établissement ne sait plus très bien par quel bout prendre la problématique. Après, autre chose aussi, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement, un enseignant achète une ressource, il a le droit de se tromper dans l'achat de cette ressource. Le droit à l'erreur, le droit à l'essai-erreur, il doit l'expérimentation finalement. L'expérimentation doit être pour tous, pour l'enseignant, pour l'élève, pour le chef d'établissement. On teste, on ajuste, on fait évoluer les choses. Après, je pense, et il y a des industriels qui nous interpellent aujourd'hui, on a encore cette séparation entre les ressources papier, les ressources numériques. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que les budgets ne pourraient pas être des budgets pour les ressources et de les affecter en fonction des besoins des premiers intéressés? Voilà, je pense que ce sont des pistes. Frédéric, tu peux compléter, c'est un peu notre analyse des choses, mais il y a certainement d'autres points peut-être qu'on pourrait améliorer. Oui, enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est idéalement un écosystème plus fluide. J'entends beaucoup parler d'autonomie des établissements, etc. On aimerait voir ça se concrétiser, c'est-à-dire faire plus confiance aux enseignants, leur laisser le choix de la ressource. Les enseignants d'anglais, tu dis qu'il y a une pléthore d'offres, mais quand on est discipline par discipline, c'est quand même beaucoup plus restreint. À nous de faire notre travail de convaincre les enseignants, avec les usages, avec la performance, l'efficacité de ce qu'on propose.
mais qu'après, l'établissement ait suffisamment d'autonomie pour pouvoir financer l'acquisition de cette ressource. Et voilà, je ne sais pas si c'est possible, mais si j'avais un souhait, c'est qu'on arrive à un écosystème de ce type qui soit un peu moins vertical et un peu plus horizontal, ce qui correspond la plupart du temps un peu à la philosophie des entrepreneurs EdTech. Philippe Ageulus, vous souhaitiez compléter ces échanges? Et en fait, c'est la loi. Frédéric, ce que tu souhaites, tes vœux, en fait, c'est la loi. Puisque ce sont les profs et ensuite l'équipe pédagogique de l'établissement qui doivent décider de quoi acquérir. Le ministère fait en sorte que le niveau de décision, en tout cas le niveau de décision pour l'achat soit le plus près du niveau de décision du terrain. Voilà, du terrain. Moi, je voudrais compléter ce qu'a dit aussi Muriel. Ce qu'elle dit, c'est très important, la co-construction de solutions. Dans la vraie vie, on s'aperçoit qu'on a une richesse d'idées dans les EdTech et que l'innovation, c'est vraiment porté par les EdTech. Donc, encore une fois, la relation entre les EdTech et le ministère ne se fera pas uniquement au travers de la demande du ministère, mais sera aussi au regard de l'offre de services que les EdTech pourront nous apporter. Je pense qu'il faut être super humble par rapport à l'engagement d'entrepreneurs. Nous, on ne peut pas se permettre de les diriger vers des solutions qui sont invendables. Donc, par rapport à ça, encore une fois, avec l'équipe de la DNE, on travaille vraiment sur l'état de l'art, ce qui est proposé. Le niveau de prescription, notamment pour tout ce qui est indexation de ressources numériques, et d'autres choses servent vraiment à améliorer l'offre de services des entreprises, des tech. Et pour le coup, encore une fois, nous, ce qu'on souhaite, c'est suivre, les propositions d'innovation et des fois anticiper les besoins, notamment. Il y a quand même, il faut le dire, puisqu'on l'a lancé au mois de juillet, une procédure concernant l'intelligence artificielle pour l'assistance, l'assistant coach et donc des profs et des élèves. Voilà, ce sont des EdTech françaises qui ont candidaté. Voilà, il n'y a pas de secret puisque c'est public. Et c'est important de le signaler. Et on espère que non seulement on va pouvoir développer des outils, mais on va aussi pouvoir proposer un marché en France. Ça, c'est important. Quand vous avez des salons internationaux comme le BET à Londres, où vous avez donc des sociétés qui ne vendaient pas forcément et qui, grâce par exemple à Banque de ressources numériques, parce qu'elles sont titulaires de ce marché-là, arrivent à vendre parce qu'elles peuvent référencer 2 400 000 utilisateurs sur un outil. Et ça y est, ce n'est plus c'est plus des sociétés franco-françaises, ça devient des sociétés à niveau mondial. Voilà, donc c'est important de le dire parce que au-delà de l'achat, c'est aussi le soutien à la filière et c'est aussi de permettre une diversité dans l'apprentissage du numérique. Dans la ressource, dans la ressource. Voilà, ce n'est pas uniquement les grosses structures qu'on connaît. On achète de tout, évidemment. On n'a pas de religion, mais c'est important d'assurer la diversité. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages et vos témoignages. Et puis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'ensemble des émissions qui se sont tenues pendant 2 jours sur le stand du ministère de l'Éducation nationale sont donc disponibles en podcast. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Parole d'expert. Quel état des lieux pour l'école numérique ?